Voilà, pour savoir que vous avez Thierry Messin à 9 heures et c'est pile 9 heures, il faut s'abonner parce que comme ça, vous avez à l'avance les informations sur nos invités sur les matinales comme sur les plateaux du soir avec les heures de passage pour les matinales. Eh bien, 9 heures le vendredi, souvent un vendredi sur deux, c'est Thierry Messin. Bonjour mon cher Thierry et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas et bonjour à tous vos auditeurs. Bien, vous avez trouvé un décor là qui maintenant, je dirais, ça y est, vous avez fini. Non, je n'ai pas fini du tout. Non, J'ai fini le reste ah de bon, l'appartement, mais je crois que je vais terminer par mon bureau. et finir l'emménagement par votre bureau. Bon, bah, très bien. Bien. Alors Thierry, hier, c'était ce qu'ils appellent les cérémonies anniversaires. On voit pas où est l'anniversaire d'ailleurs du Bataclan, du Stade de France, de ces attentats dits djihadistes qui ont endeuillé la capitale parisienne. Un spectacle finalement, son et lumière. On se serait cru presque aux cérémonies d'ouverture des JO, de la musique. Un président qui dit ce que vous avez subi, la douleur que vous connaissez, n'a pas de sens. Elle est incompréhensible et elle n'aura jamais de sens. J'aimerais peut-être, parce que ce sont des sujets que vous connaissez bien, eh bien, que vous nous parliez de cela. Est-ce que vraiment ça n'a aucun sens, comme le dit Emmanuel Macron, ce qui s'est passé il y a 10 ans au Je, Bataclan? je crois d'abord que cette cérémonie avait un sens, puisque bon, tout était très beau, c'était très bien organisé, tout ça. Je tire mon chapeau aux organisateurs, mais le, cette cérémonie était une insulte absolue aux victimes de ces attentats. D'abord parce que n'ont pas été invités à cette cérémonie les victimes des attentats de Zavenden, des attentats à Bruxelles qui ont suivi Oui. 4 mois après et qui ont été perpétrés par la même équipe. Donc si on était si on était respectueux des victimes, on aurait célébré à la fois celle du premier attentat et celle du second attentat 4 mois plus tard. Mais là, on a dissocié les deux. Et d'autre part, on n'a pas invité les représentants d'un tiers de la population française, puisqu'on a estimé que le Rassemblement national ne devait pas participer à cette commémoration. Donc, voilà, on a commencé par restreindre le champ de ces festivités. Ensuite, ce qui aurait un sens, c'est précisément de dire pourquoi il y a eu ces attentats. Mais depuis 10 ans, on se moque des uns et des autres en ne leur disant rien. C'est ça. Et il y avait, au premier rang, il y avait M. François Hollande, l'ancien président de la République, qui est le premier responsable de ces attentats, Absolument. à côté de son Premier ministre, Manuel Valls, et de son ministre de l'Intérieur de l'époque. Monsieur Cazeneuve. Alors peut-être M. Cazeneuve ne savait pas quand ça a été déclenché, quelle était la raison de cette opération, mais il l'a su très rapidement. Il faut bien comprendre que ça n'est pas un attentat comme à l'habitude. C'est pas un cinglé qui vient égorger un prêtre ou quelqu'un à bord d'une voiture qui vient écraser des gens. C'est une opération militaire. Ouais. Une opération militaire qui a nécessité des dizaines et des dizaines de gens pour l'accomplir. Donc, si je parle comme tout le monde, je vais dire des dizaines et des dizaines de terroristes. Mais si je suis attentif, je vais dire des dizaines et des dizaines de soldats. Mmh. Parce que c'est une opération militaire
contre la France. Mhm. Lorsque cet événement a eu lieu, je l'ai expliqué avec des... J'ai publié des articles à ce sujet, mais j'étais en Syrie à cette époque-là. Oui, Et personne ne m'a entendu en France. bien sûr. Pourtant, la raison était connue. D'abord, vous devez savoir que avant ces attentats, la Syrie s'est adressée à la France en disant, s'il vous plaît, envoyez-nous des, des officiers de sécurité. Nous avons des informations à vous transmettre. Il se passe et il se Exactement. prépare quelque chose de grave contre votre pays. Mais la France a refusé parce que la Exactement. France considérait la Syrie, enfin la France, le président de la République considérait la Syrie comme son ennemi. C'est ça. Euh, donc, ces informations qui avaient été récoltées par les services de renseignement syriens expliquaient que la Turquie allait mener cette opération contre la France. Pourquoi? Parce que plusieurs années auparavant, il y avait eu un traité secret qui avait été signé entre la France et la Turquie. Ce traité était secret, mais il a été publié cependant par la presse algérienne. Vous savez que l'Algérie, dont on dit beaucoup de mal aujourd'hui, c'est un pays qui a une tradition en politique étrangère extrêmement fournie. Ce sont des gens qui sont capables vraiment de réfléchir à ce qui se passe, alors que nous en sommes incapables aujourd'hui. Donc, les Algériens avaient publié ce document. Et il avait été signé par Alain Juppé, qui est devenu le président du Conseil constitutionnel. Donc, Alain Juppé prévoyait de régler le problème kurde en Turquie. Mhm. Vous savez qu'il y a, depuis, depuis plus d'un siècle, il y a un problème de la majorité turque avec la minorité kurde. Mhm. Les Kurdes, c'est notre peuple, c'est un peuple nomade. Kurde, ça veut dire nomade. Et ce peuple a été utilisé par les Turcs pour faire la salle besogne, et après, les Turcs les ont écrasés. Donc, ce sont les Kurdes qui ont massacré les chrétiens pontiques et les chrétiens arméniens. Ce ne sont pas les Turcs. Ils l'ont fait pour le compte des Turcs. Et par la suite, donc, comme ils étaient considérés comme n'étant pas des descendants du loup des steppes, selon l'expression des Turcs, comme ils n'étaient pas descendants de ce peuple mongol, en fait, ils ont été écartés de la vie normale. Puis, aujourd'hui, ils sont plus ou moins réintroduits. Mhm. Mais donc, Monsieur Erdogan, Monsieur Juppé avait proposé à son, il était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Nicolas Sarkozy, il avait proposé au ministre des Affaires étrangères d'Erdogan de régler ce problème en créant un État kurde, mais pas en Syrie, pas en Turquie. Ah, c'est très facile de régler des problèmes comme ça. Bien sûr. Bon, pour les Corses, hein, je dis, on peut régler votre problème corse en vous mettant en Ouganda, c'est possible. C'est absolument n'importe quoi. Et c'est vraiment
faire la politique étrangère comme ça, c'est vraiment organiser le crime. Mais donc, il avait proposé de régler ça en créant un État kurde en Syrie. En Syrie où il y avait des Kurdes qui étaient réfugiés politiques. Et vous savez, ça a été l'affaire du Rojava, dans un État kurde en Syrie qui a été soutenu par l'OTAN de manière invraisemblable et par tous les mouvements anarchistes en Europe. Les anarchistes travaillaient pour l'OTAN. Il faut bien regarder les choses. Hein. Qui est-ce qui a fait la publicité du Rojava exclusivement dans les médias des gens qui étaient membres de mouvements anarchistes. Vous savez, le chat noir en France. Hein. Ouais. Par exemple, j'oublie son nom, la pseudo-féministe Caroline Fourest. Voilà. Ouais. Ce genre de personne. Voilà. Quand je l'ai connue, Caroline Fourest, elle était la porte-parole de ce mouvement anarchiste. Alors maintenant, elle est respectable puisque elle défend les intérêts de l'OTAN. Mais cet État a été créé exclusivement par les États-Unis et par la France. Et M. Hollande s'est assuré de continuer cette politique qui avait été commencée sous Nicolas Sarkozy, de continuer cette politique, et il a fait venir à l'Élysée en même temps, il y a eu M. Erdogan qui a été invité, et puis discrètement, on a fait venir par la porte de derrière un dirigeant kurde. Et ils se sont mis d'accord. Mmh. Et sur la manière dont ils allaient rouler leur propre peuple. Alors, il se trouve que lorsque les États-Unis ont mené leur guerre en Syrie, enfin lorsque l'OTAN a mené sa guerre en Syrie, et je connais ça puisque j'étais en Syrie pendant ces 10 années-là. Lorsque l'OTAN a mené cette guerre, elle s'est assurée de ce que le PKK, le parti qui menait le combat pour la libération des Kurdes en Turquie, le PKK change de nom en Syrie et ça devienne une armée de mercenaires pour le compte de l'OTAN. Donc, si vous voulez, c'est une armée de mercenaires dans un État fictif, dans un pays qui n'est pas le sien. C'est quand même, c'est un truc de timbré. Hein. Certes. Voilà. Mais donc, les États-Unis ont dit, bon, maintenant que vous faites cette armée de mercenaires, et vous allez exploiter les champs de pétrole qu'on va vous donner, donc ils ont exploité ça avec Erdogan. Il y a des rapports qui ont été remis au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont été faits par les services secrets russes, et qui montrent que cette armée de mercenaires volait le pétrole syrien. Les Syriens n'avaient plus aucune ressource. Ils volaient le pétrole syrien, il était transporté par des camions en Turquie, puis par des bateaux qui les amenaient en Israël, et depuis Israël, on disait que c'était du pétrole israélien, et là, il était livré dans le reste du monde. Bien sûr. Donc, quand le système est devenu assez solide, les États-Unis ont dit, donc ça marche comme ça, mais ne comptez pas avoir un État kurde, c'est pas ce que nous avons prévu. Ah. Et parce que dans la tradition des États-Unis, pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une mission qui a été envoyée par le président des États-Unis
pour savoir où il mettrait l'État kurde. Et cette mission a dit, ben, ça doit être en Turquie, à tel et tel endroit. Et surtout, a dit la mission, n'étendez pas cet État, parce que les Kurdes, c'était en 1919, hein, donc il y avait encore des souvenirs très durs du massacre des Arméniens et des chrétiens pontiques. Donc, ils avaient dit, surtout n'étendez pas ça parce que tous les survivants de ces massacres vont s'insurger contre les Kurdes. Voilà. Mais il n'est pas question de faire cet État kurde en dehors de la Turquie. Ça, c'était clair. Donc, les États-Unis ont dit, on ne le fera pas en Syrie. Alors là, M. Hollande, qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux, comme vous savez, M. Hollande a changé son fusil d'épaule. Il a dit, c'est fini. Donc, le traité que M. Juppé a signé en notre nom, nous sommes les héritiers de ce qu'a fait M. Juppé. Eh bien, ça, nous ne le respecterons pas. Vous voyez, le droit international, on s'en fout complètement. C'est ça. On fait une bêtise et on répare la bêtise en faisant une autre bêtise. Voilà. Et donc là, il a dit aux Kurdes, maintenant, vous devez suivre l'OTAN, point final, et si on vous dit que vous n'aurez pas d'État, vous n'aurez pas d'État. Et donc, ces Kurdes ont commencé à se révolter contre la France. Mais la Turquie a agi de son côté. Et le conflit entre les Kurdes et les Turcs s'est installé dans l'État français. Oui. Et à un moment, Erdogan a dit, si les Français ne respectent pas leur engagement, nous allons nous venger. Il faut comprendre que c'est ce qu'est la culture de la Turquie. Oui. La Turquie a toujours agi de cette manière. C'est sur la longue période, depuis qu'ils ont pris Byzance, ils sont toujours dans cette manière de réagir. Et c'est ça que l'on a provoqué. Donc la Turquie, qui à l'époque, pour le compte de l'OTAN, puisque la Turquie est membre de l'OTAN, mais qu'elle entend gérer ses affaires chez elle comme elle le souhaite, la Turquie a mobilisé Al-Qaïda et ce qui est devenu Daesh. Donc Al-Qaïda, à l'époque, tout le monde savait que c'était des gens qui se battaient pour le compte de l'OTAN, oui, et dont le soutien aérien était assuré exclusivement par l'armée israélienne. Je vous rappelle que M. Netanyahou s'est fait photographier et s'est fait filmer avec des dirigeants d'Al-Qaïda en Israël, qu'il avait autorisé à être hospitalisé en Israël pour des raisons humanitaires. Oui, des raisons humanitaires. Il n'y a aucun autre pays au monde qui a, pour des raisons humanitaires, reçu des dirigeants d'Al-Qaïda. Sauf Israël. Alors, aujourd'hui, tout ça, tout ce que nous avons dans la tête, ça s'est changé. Hein. Aujourd'hui, les dirigeants d'Al-Qaïda, ils sont reçus comme étant des gens tout à fait normaux. Hein. Je vous rappelle que l'actuel chef d'État autoproclamé de la Syrie, Ahmed El-Shara, a été reçu officiellement à l'Élysée par Emmanuel Macron. Tout à fait. Puis, il a été reçu récemment à la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche. C'était un des chefs d'Al-Qaïda. Il est devenu le numéro 2 de Daesh. Donc c'est un criminel absolu.
Mais non, c'est un homme respectable. Donc, quand ces attentats ont eu lieu, c'était un message directement à François Hollande. Ces attentats ont été revendiqués dans le Bataclan par les gens qui les ont accomplis. Il y a 4 jours ou 5, peut-être, j'ai entendu sur France 2, aux informations, il y avait un enregistrement audio de ce qu'a dit un des soldats, un des terroristes qui ont fait ça, où il a dit que si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous devez savoir que c'est la faute de François Hollande. Et il commençait à expliquer ce que c'était quand, évidemment, la chaîne a coupé. Ça, c'est pas la peine que vous entendiez la suite. Et donc, les gens qui étaient au Bataclan ont entendu cette revendication. Et les policiers qui ont mené l'enquête ont su que cette revendication a eu lieu, puisqu'ils avaient l'enregistrement. Bon. Mais jamais François Hollande n'a avoué sa responsabilité. Jamais il n'a expliqué qu'il avait envoyé la signature de la France par-dessus bord. Il y a eu un très grand procès qui a eu lieu à Paris il y a 4 ou 5 ans, et François Hollande est venu témoigner à ce procès, et surtout, il n'a pas expliqué pourquoi ça avait lieu. J'insiste sur cet homme est un criminel quand même. Je vous ai expliqué que par ailleurs, c'est lui qui a publiquement expliqué au Kiev Post qu'il avait volontairement signé les accords de Kiev et qu'il ne les avait pas respectés, de manière à ce que l'armée ukrainienne se prépare à livrer la guerre à la Russie. Donc il est responsable de ces attentats et de la guerre en Ukraine. Que cet homme vienne me faire un procès, qu'on s'explique publiquement. Il n'assume rien, Hollande. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien assumé et qui est c'est un Tartuffe. Bon. Alors, les policiers français ont réussi à arrêter certains des gens qui ont commis cette opération. Donc, dans les jours qui ont suivi. Donc, ils ont empêché d'autres attentats d'avoir lieu, et notamment, il aurait dû y avoir un autre attentat à la Défense. Mais cette équipe s'est déplacée, elle est allée en Belgique. En Belgique, quelques mois plus tard, elle a commis les attentats de Zaventem, l'aéroport de Bruxelles. C'est ça. Et elle a fait exploser une bombe à proximité de la Commission européenne. Alors, vous devez savoir que avant cette deuxième vague d'attentats, le chef de l'État turc, Monsieur Erdogan, lorsqu'il célébrait l'anniversaire de la bataille des Dardanelles, la plus grande bataille de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça. Lorsqu'il a célébré cette victoire, il a fait un grand discours où il a dit « Et
je mets en garde l'Union européenne. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire, il y aura de graves conséquences. Donc, il a prévenu publiquement qu'il y aurait les attentats en Belgique. Mais il l'a dit publiquement. Et il a menacé les États de l'Union européenne, toute l'Union européenne, parce qu'elle avait fait le même chemin que M. Hollande. Et il y a eu cette seconde vague d'attentats. Donc, ce que nous avons vu hier soir, avec ces pleurnicheries pendant 2 heures, nous avons des dirigeants politiques qui se sont publiquement moqués des victimes de ces attentats. D'une certaine façon, oui, bien sûr. Oui. Ils n'ont même pas été capables de leur dire pourquoi ils étaient morts. Ah non, non, et d'ailleurs, il le dit. D'ailleurs, Macron dit ça n'a pas de sens et ça n'en aura jamais. Oui. Et il a dit, et pourquoi ces attentats? Pourquoi? Mais il le sait pourquoi, lui. Voilà. Je voulais vous parler de ça parce que je trouve ignoble la manière dont nos dirigeants politiques se comportent. Ils pensent que les peuples sont des pions que l'on peut déplacer comme on veut. Manipuler comme on le souhaite. Enfin, avoir dit aux Kurdes, votre État, je vais le créer là-bas. Non mais c'est... Et ne pas dire aux Français et aux Belges, vous êtes morts à cause de moi. Alors, je dois faire dire une petite chose sur Nicolas Sarkozy qui a soutenu... Qui n'était pas aux cérémonies d'ailleurs. Oui, il n'était pas aux cérémonies parce qu'il a été mis en prison. Oui. Il a été mis en prison pour une histoire où il n'y a pas de preuves. Et il a été mis en prison non pas parce qu'il a volé de l'argent, il a corrompu les Libyens et obtenu de l'argent pour financer sa campagne électorale, ça n'est pas vrai. Les magistrats l'ont reconnu. Mais il est en prison pour avoir ourdi un complot avec les Libyens afin d'avoir leur argent. Et cet argent, il a bien été transféré depuis la Libye, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu après. Donc, ces gens considèrent que si Nicolas Sarkozy a volé cet argent, c'était pour lui personnellement. Mais ça, ils n'en ont pas la preuve. Non. Donc, il a été mis en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Je voulais vous dire que lors de l'opération Libye et de l'opération en Syrie, au départ, Nicolas Sarkozy soutenait ces opérations. C'est lui qui a déclenché l'attaque contre la Libye quelques heures avant que les États-Unis ne décident de l'enclencher. Lui, il a appuyé sur le bouton avant les autres. Et lorsque la guerre a commencé en Syrie, il a soutenu la guerre en Syrie. Mais il s'est ravisé. Lors de l'opération de Baba Hammer, parce qu'il y avait
il y avait un émirat islamique qui avait été créé à Homs, dans, dans, dans un quartier de Homs qui s'appelle Mhm. Baba Amr. Bon. Donc, quand euh, euh, cet émirat islamique avait été créé, la France le soutenait. Il y avait des officiers français qui étaient à Baba Amr, des officiers des services secrets militaires français qui étaient là, et des forces spéciales françaises. Et parce qu'on vous dit qu'il n'y a jamais eu de, de soldats en Syrie, mais c'est complètement faux. Donc, ils étaient présents et dans cet émirat islamique, on a appliqué la charia d'une manière terrible. On a coupé des têtes. Soit dit en passant, on a coupé des têtes aussi à, au Bataclan en France lors de ces attentats. Ça n'a pas été dit à l'époque, mais c'est arrivé par hasard il y a 3 jours sur France 2, où un magistrat a dit oui, qu'il était terrifié par la tête qu'il avait trouvée au Bataclan. Il n'y avait pas une tête, il y en avait deux d'ailleurs, mais ça il ne l'a pas expliqué, mais il a parlé d'une tête. Donc, euh, euh, il y avait un tribunal révolutionnaire à Baba Amr qui a décapité un certain nombre de gens, et Mhm. le porte-parole de Baba Amr, c'était un journaliste de France 24, donc un fonctionnaire français, que M. Hollande a invité euh, à Paris lors d'une conférence internationale qu'il a organisée avec Hillary Clinton. Et alors que toute la conférence internationale, tous les membres étaient euh, dans, assis dans l'assistance, lui était sur la tribune avec à ses côtés sur la tribune ce criminel. Donc que monsieur euh, euh, Hollande ne nous dise pas qu'il est innocent. Mm. Ouais, il a une responsabilité considérable dans ces affaires. Mais lorsque l'armée syrienne a encerclé Baba Amr, en fait, il n'y avait pas vraiment de choix. Euh, Si on donnait l'assaut, ça allait être un massacre. Donc, la Syrie a contacté la France en disant nous allons gagner, trouvons un accord. Ne massacrons pas tout le monde. La France a envoyé, c'est Nicolas Sarkozy, plus exactement son ministre de l'Intérieur, qui est un vrai Français. Il a été condamné lui aussi par la suite euh, pour pour des prétendues malversations. Je ne sais pas si elles ont eu lieu, mais je signale, tous ceux qui ont servi les intérêts de la France ont été condamnés. Par contre, ceux qui euh, méprisent la France, ces gens-là, on les honore, comme M. Hollande hier soir. Donc, son ministre de l'Intérieur a envoyé un, un policier de liaison, et le gouvernement syrien a décidé de, de l'amener à Baba Amr pour voir la situation. Le gouvernement syrien a demandé que je participe à cette opération, puisqu'il fallait qu'il y ait un tiers de confiance, c'est-à-dire une personne qui est à la fois la confiance des Français et la confiance des Syriens, et Mhm. qui puisse servir d'intermédiaire entre les uns et les autres. Et donc, ensemble, nous sommes allés voir les forces
de l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, et nous avons constaté l'encerclement de ça. Et il y avait dans Baba Amr, il y avait un groupe qui était prisonnier à l'intérieur, un groupe de l'armée syrienne qui était prisonnier à l'intérieur de cet émirat islamique. Il y avait cet émirat islamique, c'était un quartier qui avait été un quartier entièrement nouveau, hein. Donc c'était que des bâtiments neufs qui étaient là. Et il y avait, quelque part, il y avait un supermarché. Et dans le supermarché, il y avait 70 soldats syriens qui étaient réfugiés et qui étaient eux-mêmes encerclés par les djihadistes qui étaient là. Donc c'était très difficile de donner l'assaut sans tuer les siens. Oui. Bien sûr. Et donc les négociations n'ont pas abouti. Elles ont été interrompues et la Russie les a reprises. Et elles ont été finalement conclues et la Syrie a organisé l'exfiltration des officiers français. Donc on les a laissés partir par un souterrain et on les a laissés aller jusque au Liban. Ils y sont allés à pied, hein, quand même. Jusqu'au Liban. Et avec eux, il y avait donc le criminel dont je parlais qui a escorté Monsieur François Hollande sur la scène de la conférence internationale qu'il a organisée à Paris pour faire tomber le gouvernement syrien. Le gouvernement syrien qui n'a rien fait de tout ce dont on l'accuse, mais c'est pas grave. Et le chef d'état-major interarmes français, j'oublie son nom à la minute, c'est un amiral, est allé au Liban accueillir ces soldats français à la frontière libanaise. Il est arrivé avec, je sais pas, 50 voitures, avec 50 voitures diplomatiques. Il a embarqué tout le monde et ils sont partis comme ça. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, hein, parce qu'officiellement, ils ne sont jamais sortis du Liban. Officiellement. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, Monsieur Sarkozy a fait la paix avec la Syrie. C'était, je crois, 3 mois avant la réélection de la présidence de la République en France. Et donc, tout le monde pensait que Nicolas Sarkozy serait réélu, mais précisément parce qu'il avait défendu les intérêts de la France et pas ceux des États-Unis, on s'est arrangé pour le faire tomber et pour amener François Hollande à sa place à la tête de l'État français. François Hollande qui s'est aligné en tout point sur les États-Unis. Les États-Unis de l'époque, c'est ceux des néoconservateurs. Hein. Ce sont ceux qui étaient avec Barack Obama et son vice-président Joe Biden. Donc, quand vous savez tout ça, vous devez ouvrir les yeux. Tout ce qu'on vous raconte depuis des années, c'est vraiment que du baratin. Exactement. Et vous avez contribué à mettre le doigt justement sur les éléments qui donnent un sens, en tout cas, à cette terrible attaque. Je m'adresse à vos auditeurs. Si vous connaissez des victimes ou des gens qui ont
qui ont donné les premiers secours ou qui ont mené les enquêtes. Si vous connaissez des gens qui ont directement affronté ces attentats, faites-leur écouter ce que nous venons de dire. Faites-leur lire ce que j'ai écrit à l'époque. Voilà. Ils ont le droit de savoir. Exactement. Ils ont le droit de savoir et de donner du sens justement à leur douleur, ce qui n'est pas possible aujourd'hui puisqu'on ne nous dit pas la vérité, on ne nous dit rien, on nous dit voilà, c'est tombé du ciel pratiquement. Oui. C'est le terrorisme, ce sont des super méchants. C'est le niveau à peu près de ce Alors, bon, pleurer pendant des heures sur les crimes qui ont été commis, ça ne fait avancer personne. Quand on combat et qu'on est soi-même blessé, on ne peut surmonter ces blessures que si l'on comprend ce qui s'est passé et si l'on choisit de se positionner face à ça. C'est le... Vous savez, quand je suis revenu de Libye et de Syrie en France, il y a 4 ans, quelque chose comme ça, quand je suis revenu, j'avais des troubles post-traumatiques. Je pleurais, tout ça. Et pendant 1 an, je n'arrivais pas à me tenir debout. C'était pas possible. Alors, finalement, j'ai trouvé un spécialiste militaire de ces questions-là et qui m'a soigné. Mais si vous voulez, moi, quand je suis arrivé ici, j'étais perdu parce que je n'avais pas ces problèmes quand j'étais en Syrie. Mais quand je suis arrivé ici, où tout le monde racontait des salades invraisemblables, j'étais perdu. Ouais. J'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Et je pense que c'est ça qui arrive aux victimes aujourd'hui. Parce que comme on leur ment depuis 10 ans, Oui. comment surmonter les douleurs qui sont les leurs? C'est normal de souffrir, mais se laisser submerger par sa douleur, ça n'est pas normal. Et quand vous ne comprenez rien, vous ne pouvez qu'être submergé par votre douleur. Tout à fait. C'est pas en donnant des psychologues qui connaissent rien aux problèmes qu'on va vous soigner. Complètement. C'est tout à fait compréhensible. Et en effet, cette souffrance qui dure, cette colère, des gens comme Monsieur Jardin, par exemple, qui est en colère, il a perdu sa fille aussi parce qu'il y a les victimes et puis il y a les parents des victimes. Eh bien, rien ne leur est dit. Et je n'ai rien trouvé de plus monstrueux à titre personnel que le discours de Macron, disant que non seulement il n'y avait pas de sens à trouver dans ce qui s'est passé et qu'il n'y en aurait jamais. Fermez les bancs, circuler, il n'y a rien à voir. Oui. Rendez-vous compte du niveau de nos dirigeants quand même. Oui. C'est pas que ce soit des gens qui commettent à des moments donnés des erreurs. Ce sont des gens d'une lâcheté incommensurable. Non. Et la cérémonie que nous avons eue là, hier soir, c'était la même chose que la manifestation qu'il y a eu
lors des attentats contre Charlie Hebdo. Oui. Vous savez, Oui, la fameuse Nous sommes Charlie. Voilà, oui. Quand on a fait cette grande cette grande manifestation. Oui, avec plusieurs millions de personnes. Et avec, évidemment, devant, on retrouve toujours les mêmes, dont Hollande, évidemment, en première ligne. Oui, mais aussi il y avait Merkel. Oui, et Netanyahou et Davutoglu, qui était le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Oui, on pourrait en parler aussi du Bataclan, exactement. Celui qui avait signé l'accord avec Juppé. Donc, moi, je fais remarquer juste une chose, hein. Tant que ces gens-là seront associés aux affaires publiques, nous n'aurons pas la paix. C'est important de le dire. Oui. Alors, nous voyons tous que ce sont des nuls en matière économique. Certes. Mais la première chose que l'on doit demander à des dirigeants politiques, c'est d'assurer la paix. Alors, la France n'a pas été en guerre depuis 1962, mais et elle n'a pas connu de guerre en métropole depuis cette période. Et nos parents nous ont peut-être parlé de cette guerre, mais nous ne l'avons pas vécue. Il y a quand même eu 1 million d'appelés français qui ont été se battre contre l'indépendance de l'Algérie. Donc, la 4e République est tombée parce que les dirigeants politiques de l'époque n'ont cessé de mentir sur ce qui se passait en Algérie. C'est ça qui a fait tomber la 4e République. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et peut-être que la 5e République devrait tomber aujourd'hui parce que cette classe dirigeante est responsable de ce que je viens d'exposer. Du mensonge permanent, en tout cas. Mais peut-être nous devons fermer cet épisode des attentats de 2015 et voir ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui. J'étais venu pour parler de l'actualité. Puis oui, tout à fait. Et on y a passé presque 50 minutes. Mais on sent l'émotion. Et un sujet que vous connaissez qui ne peut que vous tenir à cœur, évidemment, mon cher Thierry. Oui. Je voudrais dire aux victimes, vous savez, les djihadistes que vous avez affrontés, moi, je les ai vus en Libye et en Syrie. Je sais ce que vous avez ressenti. Croyez-moi. Ouais. Oui, j'en viens à l'actualité de cette semaine. Alors, l'actualité de cette semaine, j'aimerais qu'on parle, entre autres, de l'opération Midas. On rappelle que Thierry Messens, c'est le réseau Voltaire, dont il est le fondateur et aussi le directeur. C'est aussi une lettre confidentielle, hebdomadaire. Je ne saurais trop conseiller à l'ensemble de nos auditeurs de s'y abonner. Et dans la semaine du 14 novembre, eh bien, vous titrez l'éditorial sur fameuse opération Midas, qui est le thème premier d'ailleurs de cette émission, c'est-à-dire la corruption de la classe dirigeante ukrainienne. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, Thierry ? Je
pense que vous avez expliqué ça auparavant, mais donc depuis plusieurs jours, il y a une très grande opération en Ukraine où la police anticorruption a procédé à 70 perquisitions et à de nombreuses arrestations, dont l'ancien numéro 2 du gouvernement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est en garde à vue, je ne sais pas, enfin en détention provisoire. Euh, le, un grand nombre de responsables politiques se sont enfuis euh, et il n'y a aucun pays qui ont vécu ça à l'époque moderne. Donc ça devrait faire les titres des journaux, mais je constate que euh, la plupart de nos grandes chaînes de télévision n'en ont pas parlé. Si, je crois, BFM en a parlé. Bon. Mais, mais voilà, le silence est maintenu en France. Le ministre de la Justice a été renvoyé par le Premier ministre parce que le ministre de la Justice est jusqu'au cou dans cette affaire. Les enquêteurs, alors très très important ce que je vous expliquais, parce que ça n'est dans aucun journal en France. Allez-y. Cette opération est menée depuis un peu plus d'1 an, mais depuis 6 mois, quelque chose comme ça, les États-Unis participent à cette opération. Le département d'État de Marco Rubio a envoyé 80 enquêteurs cet été pour participer à cette opération. Et en les envoyant, il a dit, et s'il trouve quelque chose, il y aura des conséquences. Alors, ces gens-là ont procédé à des centaines d'heures d'écoute téléphonique. Mmh. Ils avaient donc une connaissance déjà du réseau de personnalités qui détournaient de l'argent. Le principe, c'est que tout contrat qui devait être passé avec la société publique d'énergie, il fallait verser des dessous de table, et tous ces dessous de table étaient centralisés par une autre personnalité politique, puis redistribués aux uns et aux autres. Donc, les enquêteurs avaient déjà une connaissance assez importante du réseau, et lors d'une perquisition, ils ont saisi, qui s'est tenue à l'endroit où on centralisait l'argent pour le blanchir, ils ont saisi la comptabilité noire de cette organisation criminelle. Mmh. Donc, quand vous avez la comptabilité noire, vous avez tout. Et ce sont des gens qui ont fait un pointage minutieux de ce qu'ils recevaient et de ce qu'ils blanchissaient. Officiellement, le président Zelensky n'est pas impliqué. Ça, c'est ce qu'on dit publiquement. Bien sûr. Cependant, ce qu'on sait, c'est que son ancien associé a été déjà incarcéré. Ensemble, Zelensky et cet homme-là, ils avaient créé une chaîne de télévision. Ça c'est dans tous les journaux européens. Ils avaient créé une chaîne de télévision, et Zelensky s'était retiré de cette chaîne de télévision quand il était devenu président. Mais si vous croyez que Zelensky avait cessé tout rapport avec cet homme-là, vous vous trompez. Et d'ailleurs, et ça, c'est pareil, personne ne va le dire en France, mais pendant les événements du Covid, ce monsieur a organisé
une grande fiesta à Kiev, dans sa résidence personnelle, avec la participation de Zelensky. Donc, c'était confinement obligatoire pour tout le monde, sauf pour la classe dirigeante qui s'est retrouvée pour faire la fiesta chez ce monsieur, avec Zelensky. Voilà. Donc, c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, ces gens-là sont toujours ensemble et il serait tout à fait improbable que M. Zelensky ne soit pas impliqué. Et en termes de blanchiment d'argent, je vous rappelle que sa femme a acheté avec on ne sait quoi un casino à Chypre. Alors, elle a acheté un casino à Chypre. Et on le sait parce que c'est la presse chypriote qui l'a publié. Et les propriétaires, les gestionnaires du casino ont dit non, non, c'est pas elle la propriétaire. C'est pas elle la propriétaire, c'est une société homonyme de la sienne qui est basée au même endroit que la sienne, Ah bah dites donc. qui a acheté le casino. Donc, un casino, c'est fait d'abord pour blanchir de l'argent. Toutes les organisations criminelles achètent des casinos. Oui. Ça blanchit, en effet. Exactement. Donc, là, nous savons que les dirigeants actuels de l'Ukraine vont devoir il va falloir changer tout le monde. Parmi les gens qui ont été interpellés, ou peut-être n'est-il pas interpellé parce qu'il était parti en Turquie, justement. Il y a le secrétaire du Conseil national de sécurité de l'Ukraine. C'est là qu'est le vrai pouvoir. C'est pas le gouvernement, c'est le vrai pouvoir. Il est dans le Conseil de sécurité. Et le secrétaire de ce conseil, c'est après le président de la République, l'homme le plus puissant de ce pays. Donc lui, soit il est en fuite, soit il est déjà sous les verrous. Donc, si vous arrêtez des gens à ce niveau-là, vous arrêtez les chefs du pays. Mmh. Donc voilà l'état le degré de corruption, en tous les cas, c'est ce dont on voulait parler, de l'opération Midas, qui révèle donc cette corruption de la classe dirigeante. Actuellement, les enquêteurs poursuivent des investigations au sujet du financement de la fabrication et de l'achat de drones. Et donc, déjà, vous savez qu'un grand nombre des armes que l'on envoie en Ukraine n'arrivent pas en Ukraine, mais sur d'autres théâtres d'opération. Par exemple, toutes les armes qui ont servi à l'opération du 7 octobre, ce sont des armes ukrainiennes. Ce ne sont pas des armes du Moyen-Orient. Donc, on peut toujours accuser l'Iran d'avoir fait ça. Ce n'est pas des armes iraniennes. C'est des armes ukrainiennes qui ont fait l'opération du 7 octobre. Et l'opération menée par les djihadistes actuellement au Sahel, ils vont prendre peut-être Bamako maintenant. L'opération au Sahel, elle est menée avec des armes ukrainiennes. D'accord. Et donc, là, aujourd'hui, on enquête pour savoir si l'associé d'affaires de M. Zelensky n'est pas le responsable de ce trafic d'armes. Eh bien. D'armes absolument gigantesque. J'imagine. Donc, en fait, ce n'est que le début. Alors,
comme les États-Unis ont organisé cette opération. C'est bien clair, ce sont des enquêteurs des États-Unis qui ont organisé cette opération et on nous annonce, on disait il y a 2 jours, que le FBI était en train d'arriver à Kiev. Non. Maintenant, c'est directement les États-Unis qui vont s'emparer des preuves de la corruption de l'équipe de Zelensky. Qui permet de tenir Zelensky, justement. Voilà. Alors, soit ils vont arrêter Zelensky, soit ils vont lui dire tu t'assois et tu répètes ce qu'on te dit à l'oreille. Mais de toute manière, la guerre contre la Russie ne peut pas continuer dans ces conditions. Et là, il y a un retard à l'allumage, là aussi, de la classe dirigeante française. C'est normal. Puisqu'ils n'ont pas connaissance de ce qui se passe en Ukraine. Mm-hmm. Hein? Même si maintenant la presse aux États-Unis en parle, la presse dans tout un tas de pays en parle, mais en France, c'est des petits éléments qu'on donne. Des brèves. Des brèves. On ne dit pas que c'est les États-Unis qui ont organisé cette opération. Ouais. Donc, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, si les dirigeants français ignorent ça, ils vont continuer à vouloir s'orienter vers la guerre contre la Russie. Ouais. Mais ils doivent savoir qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, les gens qui veulent faire la guerre contre la Russie, c'est exclusivement le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a créé une alliance. Alors au début, c'était une alliance avec la Baltique. Ils ont fait rentrer, il y a quelques semaines, l'Ukraine dans cette alliance. Et aujourd'hui, ça va peut-être changer de nom, ça s'appelle le JEF. C'est un groupe intérieur de l'OTAN, mais c'est cette alliance qui mène la guerre contre la Russie. Et les allers-retours entre Paris et Londres des dirigeants militaires des 2 pays, tout ça c'est terminé. C'est uniquement les Britanniques qui dirigent. Alors, on peut choisir de se mettre du côté des Britanniques et de mourir pour eux, parce qu'on ne mourra jamais avec eux, mais de mourir pour eux, ou on peut enfin devenir raisonnable et faire une alliance avec la Russie. Vous le dites, hein, c'est dans voltairenet.org, le moment de vérité, l'Occident, face aux avancées militaires russes, mais je dirais même face à ce qui se passe en matière de corruption, c'est le moment ou jamais de prendre conscience, justement, du fait que cette guerre est perdue, que la honte, en plus du détournement d'argent public, d'argent qui vient pour partie de l'Union européenne, doit nous faire comprendre qu'il est temps de changer complètement nos alliances et la conscience que nous avons de ce conflit avec la Russie. Oui. Le rôle d'un dirigeant politique, c'est premièrement, la première chose, protéger son propre peuple. C'est son premier rôle. Ce devrait être. Là où a failli, par exemple, la France Hollande en 2015. Donc le protéger, ça veut dire limiter les capacités d'agression contre lui. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça veut dire assurer la paix intérieure. Hein, que les gens puissent rentrer chez eux le soir sans être agressés par des voyous. C'est le même problème. Et vient simplement après la question d'arriver à nourrir son peuple, donc d'avoir une économie florissante, et éventuellement d'avoir un système de solidarité nationale qui permette aux gens les plus démunis de vivre aussi.
Ça, c'est le b.a.-ba de la politique. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été élus à des postes à responsabilité et qui sont en fait des irresponsables. Puisque nos irresponsables politiques font des guerres au lieu de les prévenir, laissent des criminels en liberté dans nos rues au lieu de protéger, de nous protéger dans nos rues, gaspillent l'argent public avec des impôts absolument invraisemblables. Vous savez, nous sommes le pays qui a le plus fort prélèvement obligatoire dans le monde. Il n'y en a pas un qui est un cumul d'impôts, de taxes, de prélèvements sociaux plus important. Non, nous avons ces gens qui nous volent quand même, parce que cet argent va quelque part. Et c'est pas avec cet argent qu'on paye les hôpitaux qui tombent en ruine. Bon. Donc, là aussi, ils ont échoué. Et quant à la solidarité nationale, la solidarité nationale, elle doit s'exercer vis-à-vis de nos citoyens, pas vis-à-vis des autres. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Donc, il n'y aura de solution à notre problème qu'en changeant de responsable. Et nous devons nous poser la question dès à présent. Parce que à chaque élection, nous élisons pire. Quand même, hein. Quand Jacques Chirac a eu son accident cérébral et la dernière année de son second mandat, il n'a pas été capable de présider. Non. Donc, et on a vu l'affrontement entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. On a élu Sarkozy, j'ai expliqué les catastrophes qu'il a fait en Libye et qu'il a commencé à faire en Syrie. Encore une fois, il s'est rattrapé. Bon. Mais nous avons élu François Hollande. Et maintenant, nous avons élu Emmanuel Macron. Et alors, si nous continuons comme ça, nous allons élire quelqu'un d'encore plus catastrophique. Nous devons nous interroger sur comment nous choisissons nos dirigeants. Et si nous ne nous interrogeons pas nous-mêmes là-dessus, nous allons nous-mêmes creuser notre propre tombe. Voilà qui est clair. Thierry, on a déjà passé plus d'1 heure ensemble, 1h10 pour être plus précis. Est-ce qu'il y a encore un sujet que vous vouliez aborder, non. Que ce soit la BBC, que ce soit Trump? Non, il y a une question sur l'Union européenne qui vient de publier son bouclier de la démocratie. Ah oui, oh là, le bouclier démocratique. Oui, ben là, oui, bien sûr. Alors, bouclier de la démocratie, ça veut dire quoi? Donc, la démocratie a besoin d'un bouclier. C'est la première fois qu'on entend cette expression. Alors, la démocratie a besoin d'un bouclier, forcément, vu les gens qui se réclament de la démocratie. Et l'Union européenne prévoit de consacrer 9 milliards d'euros. Alors, c'est bien, hein, tout le monde est en faillite, mais eux, ils ont de l'argent. Donc, on va dépenser 9 milliards d'euros pour aider des ONG. On ne dit plus des ONG, d'ailleurs, on dit des OSC, des organisations de la société civile, des OSC. Donc, en fait, des associations qui sont financées par l'Union européenne, c'est ça que ça veut dire. Donc, des associations gouvernementales, des associations financées par l'Union européenne, qui vont être chargées de faire la propagande de l'Union européenne, et on va appeler ça le bouclier de la démocratie. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Eh bien, quand on a un organisme qui dit publiquement
qu'il va utiliser des moyens de propagande contre sa propre population pour s'assurer d'être applaudi sur toutes les bêtises qu'il fait, eh bien, nous sommes dans un régime que nous aurions appelé autrefois une dictature. Et vous avez aujourd'hui la même chose en France avec les propos d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, où en plus il y a ce côté vicieux d'y associer la violence faite aux enfants pour essayer de noyer le poisson de la volonté de mettre complètement à bas ce qu'il nous reste de liberté d'expression. Le discours d'Emmanuel Macron et celui d'Ursula von der Leyen ont été coécrits par une troisième instance, qui est le centre d'excellence de l'OTAN pour les communications stratégiques. Depuis plusieurs mois, cet organisme de l'OTAN prépare ces discours et nous prépare à volontairement nous faire laver le cerveau. Bien. Vous pouvez le vérifier, ils ont un centre, comment ça s'appelle ? Ils ont un site internet où il y a leurs publications. Vous pouvez vérifier, c'est la même chose qui est racontée. Bien. Eh ben, merci Thierry pour tous ces éclairages passionnants, que ce soit sur la Syrie, le problème kurde, en tout cas qui a eu des conséquences sur les attentats, avec les attentats, de 2015, sujet extrêmement important qui donne du sens. Et en effet, j'espère que certaines des victimes ou que les victimes de ces attentats pourront écouter ou ont écouté, écoutent cette émission, parce qu'elle permet de donner un éclairage, enfin, et ne pas que l'on continue à nous faire croire que tout ça est tombé du ciel, qu'on ne pouvait rien y faire. Voilà, tout à fait. Ben, merci beaucoup Thierry pour tous ces éclairages. Merci pour votre participation à cette matinale de Géopolitique Profonde. Et à très bientôt, évidemment. Parmi nous, nous vous souhaitons toujours aussi souvent avec nous sur GPTV. Merci à vous Thierry. À très bientôt Nicolas. À très bientôt. Et si vous pouviez faire fructifier votre épargne sans y passer des heures ? Entre les taux qui baissent, les frais qui grimpent et le temps qui manque, épargner intelligemment semble compliqué. Mais grâce à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, c'est simple. Chaque mois, nos experts décryptent pour vous les meilleures stratégies financières, les placements malins et les solutions pour faire grandir votre épargne sans prise de tête. Vous aurez accès à des conseils concrets, des analyses pointues et des solutions adaptées à votre profil. Parce que votre argent mérite d'être bien placé. Abonnez-vous à la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et reprenez le contrôle de votre épargne.